Il faut une éducation à la paix, à la réconciliation, au pardon. Ce sont les 3 valeurs qu'ils doivent comprendre. Parce que sans le pardon, la vie devient impossible. On va perpétrer le génocide, on va perpétrer la haine. Sans je dirais l'éducation à la paix, comment on peut tolérer tout, ce sera impossible de vivre. Notre travail pour la paix, ce n'est pas suivre le modèle réussi du Mozambique, c'est tenter de réconcilier, d'ouvrir le chemin de la paix. Et il y a plusieurs chemins de la paix. Mais en ce monde où tous font la guerre, nous sommes convaincus que aussi tous peuvent un peu travailler pour la paix. La voie de retour vers l'humain le plus profond et de la personne et aller vers autrui et s'ouvrir, se libérer, pas simplement s'ouvrir, se libérer de toutes les barrières et rencontrer l'autre dans ce qu'il est et le prendre en charge. Parce que ça aussi, c'est très important. Monsieur le cardinal, Madame et Messieurs les ministres, Messeigneurs, Excellences, Monsieur le bourgmestre, Messieurs les recteurs, Mesdames, Messieurs, c'est une grande joie de vous accueillir si nombreux pour célébrer ensemble la fête patronale de l'Université catholique de Louvain. Tous, membres de la communauté universitaire, amis et anciens de l'université, vous avez été séduits par le thème de la paix et du dialogue, plus encore par le charisme et le rayonnement des personnalités que nous allons honorer. Nous avons une chance exceptionnelle de les voir réunis aujourd'hui. En juin de l'année dernière, le conseil d'administration et le conseil académique s'accordaient sur le choix du thème de la fête. Celui des futurs docteurs s'était très vite imposé. Malgré leur intense activité, ils ont accepté notre invitation sans hésiter. Je me souviens, chère Madame Barankitse, de notre chaleureuse conversation téléphonique, au cours de laquelle j'entendais en bruit de fond le chant des oiseaux du Burundi, ou peut-être était celui de vos enfants. J'ai eu le privilège de vous rencontrer à Louvain-la-Neuve, Père Choufani, alors que vous prépariez un pèlerinage à Auschwitz pour vos compatriotes, juifs, musulmans, chrétiens, auxquels allaient se joindre des étudiants de notre université. Quant à notre premier contact, si positif, cher professeur Riccardi, vous vous souviendrez peut-être que loin de l'un de l'autre, nous portions tous deux notre regard sur les eaux bleues de la Méditerranée. La paix de demain sera l'œuvre des jeunes d'aujourd'hui. Mais comment apprendre la paix? Serait-elle simplement le fruit de l'éducation et de l'instruction? Les 19 et 20 décembre 2002, l'Académie universelle des cultures, présidée par Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, docteur honoris causa de notre université, organisait à Paris un forum international sur le thème « Imaginer la paix ». Pourquoi tant d'histoires de guerre et si peu d'histoires de paix? Comment éclate une paix? Quels sont les leviers de la paix? Telles étaient les questions simples mais fondamentales qu'abordaient la trentaine de conférenciers du forum. Dès l'ouverture, Luc Ferry, ministre de l'Éducation nationale, mesurait la distance entre l'éducation prolongée et l'apprentissage de la paix. Nous vivons encore très souvent, disait-il, avec cette idée optimiste que les progrès de la culture, les progrès de l'éducation sont pratiquement synonymes du progrès de la civilisation et de la paix. Malheureusement, cette ancienne conviction n'est plus tenable aujourd'hui. Il citait alors le nazisme, le stalinisme, le maoïsme, ainsi que la grande menace du terrorisme, dont l'émergence n'est pas liée à l'inculture. Le message de Luc Ferry ressemble fort à celui qu'Albert Einstein adressait à Sigmund Freud dans une lettre célèbre et prémonitoire, 8 ans avant que n'éclate la Seconde Guerre mondiale. Einstein demandait à Freud comment on pourrait rendre l'homme plus résistant aux psychoses de haine et de destruction. Mais il se gardait de pointer du doigt ceux qui n'ont pas reçu d'éducation.
Il observait au contraire que les idéologies affectent plus l'intelligentsia, entendant par là ceux qui apprennent la vie dans les livres plutôt que dans la réalité. Comment donc apprendre la paix? Pour esquisser une réponse, écoutons le philosophe Georges Steiner, lui aussi docteur honoris causa de notre université. Dès qu'un jeune homme ou une jeune femme aura été exposé au virus de l'absolu, écrit-il, dès qu'il aura vu, entendu, flairer la fièvre chez ceux qui traquent la vérité désintéressée, il subsistera quelque chose de cette incandescence résiduelle. J'aime cette idée de virus bénéfique qui se transmet par contact entre les humains et laisse des traces pour le restant de leur vie. Serait-il possible de faire naître, régner et propager au sein de l'université le virus de la paix et du dialogue? Je souhaite vivement que la fête d'aujourd'hui soit le prélude d'une telle réflexion, stimulée par la présence de 3 grands artisans de paix. Pour enrichir le débat, il serait bon de découvrir les valeurs qui les animent et leur permettre de transformer des histoires de guerre en histoires de paix. À travers leurs écrits, leurs interviews, je voudrais mettre en exergue 4 dimensions qui me paraissent dominer leur action. Ils sont, avant tout, guidés par l'amour. Pour Émile Choufani, la clé de tout ce que je fais, c'est l'amour inspiré de l'Évangile. Andrea Riccardi cite Jean, « Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. » Quant à Marguerite Barankitse, elle dit simplement « Je vais continuer à aimer, il n'y a qu'un seul modèle, c'est l'amour. » Mais cet amour s'adresse à tous, sans distinction de race, d'ethnie, de sexe. Andrea Riccardi cite cette fois Paul. « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme. » Tandis que le père Choufani est toujours du côté des victimes, quelle que soit leur nationalité et qu'elle soit d'hier ou d'aujourd'hui. Et celles d'hier ne peuvent absolument pas justifier la souffrance de celles d'aujourd'hui. Le message de Marguerite Barankitse est déchirant. Au cimetière, il n'y a pas d'ethnie. Nous étions tous burundais, nous sommes tous enfants de Dieu. Tous 3 mettent en évidence, avec une grande sensibilité, et dans des formes presque identiques, la nécessité du pardon. Sans le pardon, nous dit Marguerite Barankitse, la vie devient impossible. Le pardon, ça se demande et ça s'offre. Tandis qu'Andrea Riccardi croit beaucoup au pardon. Sans lui, la vie deviendrait difficile ou impossible pour tous, non seulement pour le coupable, mais aussi pour la victime. Pour Émile Choufani, le pardon est la transfiguration de l'histoire. Lui seul nous permet de faire vraiment le deuil du passé, c'est-à-dire de le dépasser. Tous 3 sont aussi des personnes d'audace, de risque, d'action, qui ne pourraient réaliser sans un trait de caractère commun, un immense optimisme et une grande foi dans la vie. Nous vivons une grande joie qui nous libère du pessimisme triste et toujours à l'affût quand nous scrutons l'horizon du monde, écrit Andrea Riccardi. Tandis que pour Émile Choufani, ma philosophie me pousse toujours à dire « J'ai encore quelque chose en commun avec ceux qui sont en face. Je peux encore construire un pont. Rien n'est jamais définitivement détruit dans la relation entre 2 êtres humains, entre 2 peuples. On me qualifie d'incorrigible optimiste. » Marguerite Barankitse résume tout ce qui vient d'être dit lorsqu'elle énonce « Je crois à la vie, c'est le rôle d'une femme d'accompagner la vie. » Merci Madame Barankitse, Père Choufani, Professeur Riccardi, d'être parmi nous ce soir pour nous apporter votre témoignage de paix et de dialogue. Avant d'inviter le représentant des étudiants à prendre la parole, je voudrais, Monsieur le Cardinal, Mesdames et Messieurs, vous rappeler la cérémonie du 1er décembre 1998. Nous avions décerné le titre de docteur honoris causa à une grande militante de la paix, du dialogue et des droits de l'homme, Madame Aung San Suu Kyi. Sa détention l'avait empêchée de recevoir les insignes de sa distinction. 5 ans plus tard, Aung San Suu Kyi est toujours en résidence surveillée et poursuit avec détermination son combat pour la démocratie et la libération du Myanmar. En ce jour consacré à la paix, je tiens à lui faire part, en votre nom, de notre admiration et de notre solidarité. Je vous remercie.
Madame Marguerite Barankitse, Monsieur André Ricardi, Père Choufani, Monsieur le recteur, Messieurs les vice-recteurs et prorecteurs, chers professeurs, chers étudiants, Mesdames, Messieurs. Promouvoir les valeurs de paix et de dialogue au sein de la communauté universitaire et surtout à l'extérieur de celle-ci. Voilà un objectif auquel les étudiants souscrivent avec enthousiasme. Cette fête patronale est l'occasion pour nous de réaffirmer et de mettre en pratique notre attachement envers ces valeurs fondamentales, si malmenées dans le monde. C'est aussi l'instant où, pour citer notre recteur, l'université offre un exemple de vie et de pensée à la communauté universitaire et tout particulièrement aux étudiants. Et quel merveilleux exemple nous offrent aujourd'hui nos docteurs honoris causa. Courage et dévouement. Madame Barankitse, le secours que vous avez apporté à ces milliers d'orphelins, victimes de la guerre et du sida dans votre pays, force l'admiration. Risquant votre vie tous les jours pour leur venir en aide, en leur offrant un toit, le couvert, un entourage protecteur et affectueux, mais également l'éducation. Une éducation qui, pour vous, est la pierre angulaire d'une paix durable, construite sur une jeune génération qui a compris et appris la tolérance et le respect de l'autre dans sa diversité. Ainsi, vous démontrez qu'il est possible aux différentes ethnies de vivre ensemble, en paix. Puisse cet amour et cette tolérance être une source d'inspiration parmi nous. Puisse votre engagement social être reproduit. Puissions-nous participer davantage, comme vous le souhaitez, à la création de centres d'éducation dans les pays où règnent les conflits. Solidarité et écoute. Professeur André Ricardi, la communauté Sanguidio que vous avez fondée se définit autour de deux principes fondamentaux. La prière, à laquelle vous apportez une importance considérable, et l'engagement concret auprès des pauvres et des exclus. La relation entre ces deux principes, intériorité et engagement, est un trait caractéristique de votre pensée. Le seul changement véritable est celui qui se produit dans le cœur des hommes. Et l'engagement concret dans la société en est donc le prolongement naturel. C'est donc l'adhésion aux valeurs transcendantes de l'humanisme chrétien. De cette conviction naît un message puissant adressé à la communauté universitaire. Ne vous contentez pas de belles paroles, d'une posture intellectuelle, mais vivez vos valeurs en vous engageant de plein pied dans la société. C'est une démarche essentielle qui, à notre très humble échelle à l'université, doit être davantage encouragée, car nous sommes conscients que la durabilité dans l'engagement passe par une nécessaire liberté. Tolérance et compréhension. Père Choufani, la délégation d'étudiants de l'UCL, qui a répondu à votre grand appel pour la paix à Auschwitz-Birkenau en mai 2003, a été bouleversée par l'expérience vécue à vos côtés. Et ce n'est pas un hasard. Comment ne pas être ému par ce formidable élan collectif, cet acte de mémoire et de fraternité que vous avez lancé? Comment ne pas être admiratif devant cette formidable détermination qui est la vôtre, de dépasser les clivages, les murs de paix, de peur et d'incompréhension, et aller rencontrer l'autre, le comprendre dans ses souffrances et ses blessures. Père Choufani, votre inlassable combat pour une paix durable au Proche-Orient force le respect. Soyez assurés que les étudiants de l'UCL soutiennent et continueront à soutenir pleinement votre action, plus que jamais nécessaire. Notre alma mater a-t-elle quelque chose à apprendre de nos trois docteurs pour instituer un climat de paix et de dialogue en son sein? Il ne faut pas être grand clerc pour répondre à cette question quand nous voyons à quel point les rapports conflictuels, les problèmes d'incompréhension, les réflexes de peur et de rejet sont monnaie courante. Où que l'on se situe. Entre l'université et les étudiants défavorisés, notamment. Si nous voulons vraiment lutter pour une université accessible à tous, et non à quelques couches privilégiées, et cette lutte doit être un objectif prioritaire, il nous faut accroître les possibilités de dialogue constructif, les remédiations pour les étudiants, éprouvant des problèmes à l'entrée de l'université ou dans le courant de leur parcours. Trop d'étudiants abandonnent leurs études parce que le fossé entre eux et l'institution d'enseignement leur paraît insurmontable. Nous devons soutenir toutes ces initiatives, certaines déjà présentes dans l'institution, qui encouragent cette pratique d'aide sociale et donc un soutien budgétaire à la hauteur de ses ambitions.
En ce qui concerne les relations entre l'université et les pouvoirs publics, on ne peut pas dire que la paix et le dialogue y soient des références incontournables. Les clivages idéologiques prennent fréquemment le dessus sur notre intérêt commun d'assurer un enseignement supérieur de qualité. Cette dernière remarque s'applique d'ailleurs également pour les relations entre les étudiants et les autorités universitaires, faute dont chaque partie assume sans doute une part de responsabilité. Tâchons encore, comme nous l'enseignent nos 3 docteurs, de mieux comprendre l'autre, pour éviter les rejets a priori. Nous ne pouvons terminer ce discours sans parler d'un fait d'actualité, qui est le nôtre, le problème des réfugiés iraniens. Car quel plus grand exercice, en effet, que celui d'accueillir l'autre, dans sa différence, quand il est étranger, exilé, demandeur d'asile, et que c'est à nous qu'il demande refuge. Voici 3 mois, notre université a pris la décision d'héberger un groupe d'une vingtaine d'Iraniens et d'Iraniennes, dont Sommet, un garçon de 14 ans, une fille de 14 ans, et Mohamed, un garçon de 8 ans, qui sont sans doute parmi nous. Cette initiative, qui provenait des étudiants, est née d'un constat, la rupture totale du dialogue entre le ministère et les demandeurs d'asile. Alors que de son côté, le ministre de Waal refusait l'idée même de rencontrer les demandeurs d'asile, ceux-ci entamèrent une grève de la faim désespérée chez nos confrères de l'ULB. Grève qui, bien que compréhensible, n'en reste pas moins le stigmate d'une non-communication qui n'a plus d'autre solution pour se résoudre que de se déplacer à un autre niveau. Nous avons donc très rapidement perçu notre rôle comme celui d'un vecteur alternatif de communication qui permet, par sa portée symbolique, de relancer le dialogue. Enfin, c'est ce que nous souhaitons intimement. Il importe à présent de continuer à assumer nos responsabilités envers ces Iraniens à qui nous avons promis hébergement et protection. Leur situation est paradoxale. Refusés par la Belgique dans leur statut de réfugiés, ils ne peuvent non plus rentrer en Iran, car ils sont considérés par la République d'Iran comme terroristes, pour avoir exercé leur liberté de penser et avoir agité l'étendard des droits de l'homme. Ils sont donc acculés à ne pas avoir de statut légal. Et au-delà de cette situation, il importe de s'interroger ensemble sur les lois et les instruments qui, dans notre pays, transforment les demandeurs d'asile en personnes traquées, voire déshumanisées, exclues de tout système de protection sociale et de travail dès le moment où elles franchissent les frontières de l'espace Schengen. La paix et la justice vont de pair. Et comme Mme Barankitse le soulignait ce midi, la justice est un élément nécessaire et incontournable à l'élaboration de la paix. Espérons que l'exemple de dialogue et d'humanité de nos 3 docteurs sera source d'inspiration pour nos responsables politiques, comme pour nous-mêmes. Car, comme ils nous l'enseignent, choisissons de lutter comme les préjugés, les jugements hâtifs, les peurs qui bloquent nos rapports aux autres, pour apprendre à vivre avec l'autre dans une compréhension mutuelle. C'est peut-être là que pourrait commencer l'action des étudiants pour la paix. Pour terminer, je citerai encore Montesquieu, qui disait « Aujourd'hui, nous recevons 3 éducations différentes, au contraire, celle de nos pères, celle de nos maîtres et celle du monde. Ce qu'on nous dit dans la dernière renverse toutes les idées des premières. Aujourd'hui, nous avons appris qu'il est possible de dépasser cette affirmation pessimiste en réconciliant conviction et engagement, pour œuvrer pour la paix et pour le dialogue. Au nom des étudiants de l'Université catholique de Louvain, Madame Barankitse, professeur Ricardi, Père Choufani, je vous remercie.